Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adapté par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, la Dame Blonde, 2e épisode. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous recevons chaque semaine un volumineux courrier qui nous prouve quel intérêt suscite Arsène Lupin et en particulier, ce qui nous a surpris agréablement, chez les jeunes. Je voudrais répondre ce soir sur 3 points qui ont été soulevés dans ces lettres. D'abord, beaucoup d'auditeurs nous demandent de ne pas donner nos émissions le samedi soir, ces heures de fin de semaine étant réservées aux sorties, théâtres, cinémas et bals. Et oui, nous le savons bien, et nous ne pouvons que le déplorer, car la décision n'est pas entre nos mains. Il faut évidemment reconnaître que répartir des programmes sur toute une semaine est une tâche difficile, et que la seule règle logique est d'essayer de donner satisfaction au plus grand nombre. Écrivez donc à la direction des programmes de la RTF, chaîne France 2, 21 rue La Pérouse, à Paris, qui, dans la mesure du possible, ne manque jamais de tenir compte des vœux qui lui sont exprimés. Peut-être ainsi notre émission repassera-t-elle un autre soir de la semaine. Monsieur Bernard G., de Lille, lui, nous écrit son admiration pour la façon dont Maurice Leblanc a campé psychologiquement son personnage d'Arsène Lupin. Je ne lui fais qu'un reproche, ajoute-t-il. Pourquoi n'a-t-il pas donné à Lupin un véritable état civil ? Chaque être agit plus ou moins par atavisme, et si nous connaissions son père, sa mère, leur position sociale, leur éducation, leur vie, notre gentleman cambrioleur serait encore plus près de nous. Mais, cher monsieur, Maurice Leblanc a donné un état civil à Arsène Lupin. Vous le trouverez dans les premières pages de La Comtesse de Cagliostro, où Lupin échange avec Clarisse le dialogue suivant. « Mais vous avez votre nom, Raoul d'Andrézy ?»« Même pas, répond Lupin. Andrézy, c'était le nom de ma mère. Elle l'a repris quand elle a été veuve et sur l'ordre de sa famille que son mariage avait indigné. »« Indigné, pourquoi ?»« Parce que mon père n'était qu'un roturier, pauvre comme Job, un simple professeur de gymnastique, d'escrime et de boxe. Alors comment vous appelez-vous ? Oh, d'un nom bien vulgaire, Arsène Lupin. Vous n'auriez pas dû renier votre père. Il n'y a aucune honte à être professeur. Oh, bien sûr, aucune. Et je vous jure que j'ai rudement profité des leçons de boxe qu'il m'a données quand j'étais encore au biberon. Mais n'est-ce pas, ma mère a peut-être eu d'autres raisons de le renier, et ceci ne regarde personne. Et pour mémoire, je rappelle à notre correspondant que Maurice Leblanc a donné à Arsène Lupin une vieille nourrice, Victoire, qui lui est dévouée jusqu'à devenir sa complice dans ses discutables activités. Mais pour l'avoir beaucoup aimée, à Victoire, il sera, je pense, beaucoup pardonné. Enfin, mademoiselle Odette H., d'Avignon, nous écrit ceci. « Mon grand-père m'avait souvent parlé d'Arsène Lupin et de son côté follement sympathique. Follement est-elle le mot, car la sympathie que ce personnage inspire ne me semble pas du tout raisonnable. Il paraît cependant que dans certaines nouvelles et certains romans, on voit Arsène Lupin jouer les anges gardiens et venir au secours du faible et de l'opprimé. Revenant d'un long séjour à l'étranger, je n'ai entendu que vos toutes dernières émissions. Et j'avoue n'avoir pas trouvé dans L'Aiguille creuse et Arsène Lupin contre Sherlock Holmes le personnage tellement sympathique. Pouvez-vous m'indiquer où je pourrais rencontrer un Arsène Lupin digne d'estime ? Je regrette, chère mademoiselle, que vous n'ayez pas pu entendre nos précédentes émissions, car cet Arsène Lupin-là, nous l'avons déjà vu à l'œuvre dans plusieurs nouvelles, telles que La carafe d'eau, La mort qui rôde, La dame à la hache, Le signe de l'ombre, et tout au long du roman, Le bouchon de cristal. Mais rassurez-vous, rien n'est perdu, et vous entendrez bientôt ici une nouvelle, Des pas sur la neige, où Arsène Lupin ne vole rien à personne, et réussit, à force d'astuce, à faire rendre justice à 2 innocents. Vous entendrez également Là-bas arriva, une histoire en 2 épisodes, où il délivrera de cette erreur une ravissante jeune fille, dont naturellement, et une fois de plus, il tombera éperdument amoureux. En attendant et pour ce soir, voici le 3e et dernier épisode de La Dame Blonde. Bonsoir mes chers amis. Je vous ai raconté la semaine dernière comment Arsène Lupin avait enlevé la fille de M. Gerbois, professeur au lycée de Versailles, pour obliger le brave homme à partager avec lui le million qu'il venait de gagner grâce à un certain billet de loterie. L'échange de la jeune fille
contre les 500 000 francs, a eu lieu chez maître Detinant, avocat, 25 rue Clapeyron. Mais, quand la police survient pour arrêter Lupin, il disparaît de l'appartement comme par enchantement, en compagnie d'une jeune fille blonde qui avait eu la charge de mademoiselle Gerbois pendant le temps qu'elle avait servi d'otage. Première affaire. Seconde affaire, le vieux général baron d'Autrec est assassiné dans son hôtel particulier de l'avenue Henri Martin. Tout accuse sa demoiselle de compagnie, Antoinette Bréhat, car la jeune fille a les cheveux du même blond que ceux de la jeune femme dont je viens de parler. Et comme elle demeure introuvable, bien que portes et fenêtres de l'hôtel fussent demeurées hermétiquement closes. L'inspecteur Ganimard reconnaît encore, dans cette deuxième affaire, la signature de son vieil ennemi Arsène Lupin. Il est persuadé qu'Antoinette Bréhat, sa complice, a assassiné le baron pour lui voler le célèbre diamant bleu de la couronne de France, qu'il portait toujours en bague à son doigt. Mais à sa grande surprise, il constate que le diamant n'a pas été volé. Alors Ganimard s'acharne, car il ne comprend pas. Nous le retrouvons en conversation à la préfecture de police avec M. Dudouis, chef de la sûreté. Ah, mais dites-moi, Ganimard, je ne vous ai jamais vu aussi élégant. Il faut ce qu'il faut. J'en viens d'Hôtel Drouot, j'ai assisté à la vente copure chic de l'année. Ah, dans quel but? On mettait aux enchères le fameux diamant bleu qui a appartenu à ce pauvre général baron d'Autrec assassiné par sa demoiselle de compagnie, Antoinette Bréhat. Ganimard, je vous défends de dire une chose pareille. Vous n'avez pas le droit d'accuser cette jeune fille tant que vous ne pouvez pas en faire la preuve. Oui, je le sais, chef. Mais à vous, je ne peux pas cacher ma conviction. La conviction n'est pas preuve. Alors, cette vente, beaucoup de monde? Ah oui, tout le gratin. 2 ministres, Caruso, l'Isadora Duncan Péplum, le grand-duc Vladimir, alors surtout le financier Herschmann, le roi des mines d'or, la comtesse de Crozon. Vous savez, si, cette richissime américaine dont la collection de diamants est célèbre dans le monde entier. Ah oui. Oh, ces deux-là ont mené une lutte Et féroce. finalement, qui l'a emporté? Herschmann et la comtesse sont restés seuls face à face à partir de 260 000. 270. 275. 280. 280 une fois, 2 fois. 300 000. La comtesse était toute par une seconde d'hésitation. 305 000. Un grand silence, on se tourne vers le roi des mines qui demeure impassible, les yeux curieusement fixés sur une feuille de papier. 305 000 une fois, 2 fois. Herschmann ne bronche pas. 400 000, crie le financier, comme si le bruit du marteau venait de l'arracher un rêve. Ah ben, trop tard. Les diamants bleus venaient d'être adjugés à la comtesse de Crozon. On s'empresse naturellement autour d'Herschmann. Eh bien, mon cher, que s'est-il passé? Ma foi, je n'en sais rien. J'ai eu une minute de distraction. Est-ce possible? Mais oui, une lettre qu'on m'a remise. Cette lettre a suffi. Pour me troubler, oui, sur le moment. Garçon, Monsieur? police. C'est vous, je crois, qui avez apporté une lettre à M. Herschmann? Oui, monsieur. Qui vous l'a remise? Une dame? Où est-elle? Tenez, c'est cette dame là-bas qui a une voilette épaisse. Et qui s'en va? Oui. Je me suis précipité, mais il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu la rattraper. Alors, je suis revenu dans la salle, je me suis présenté à M. Herschmann et je lui ai demandé de me montrer la lettre. La voici. Lisez. Le diamant bleu porte malheur. Souvenez-vous du baron d'Autrec. Ah, ça, par exemple. Les mois passèrent. Et le matin du 11 août, l'inspecteur Ganimard reçut un coup de téléphone affolé de la comtesse de Crozon. Elle le suppliait de venir de toute urgence à son château dans la Somme. Elle lui envoyait d'ailleurs sa 40 chevaux, grâce à laquelle Ganimard put arriver à la propriété vers 2 heures de l'après-midi. À vos ordres, madame la comtesse. Que se passe-t-il? Comme je suis heureuse, inspecteur, que vous arriviez avant son départ. Le départ de qui, madame? Laissez-moi d'abord vous raconter. Voilà, j'ai en ce moment ici, comme invité au château mes cousins, le marquis et la marquise d'Ancel, mon ami intime, madame de Réal, et monsieur Blachen, consul d'Autriche. Hier soir, après le dîner, nous avons fait de la musique. J'étais au piano, j'avais posé mes bagues à l'extrémité du clavier. Vers 11 heures, les d'Ancel et madame de Réal sont montés se coucher. Je suis restée à bavarder avec monsieur Blachen. Vers minuit, avant de regagner nos chambres, le consul a éteint la lampe du piano. Nous nous sommes trouvés dans l'obscurité. Et nous sommes sortis dans le hall pour prendre nos bougeoirs. Une fois montés, je me suis aperçue que j'avais oublié mes bagues. Ma femme de chambre est descendue les chercher et elle est revenue les déposer sur ma table de nuit. C'est ce matin que j'ai constaté l'absence de mon diamant bleu.
Ma femme de chambre, qui est au-dessus de tout soupçon, m'a affirmé qu'elle ne l'avait pas remonté parce qu'il n'était pas sur le piano. Soupçonnez-vous quelqu'un? Bien qu'il me soit très pénible d'avoir des doutes sur l'un de mes invités, tout accuse M. Blachen. Parce qu'il est resté le dernier, sans lumière, dans le salon. Oui, et parce qu'hier, en me disant bonsoir, il m'a annoncé qu'il quitterait le château aujourd'hui, après le déjeuner. Or, il devait rester encore une huitaine. Ah, pourquoi ce départ précipité, sinon... La réputation de ce monsieur Blechen est-elle, selon vous, inattaquable ou au contraire... Monsieur Blachen est un homme exquis, mais sa carrière diplomatique a surpris bien des gens, car sa jeunesse avait été assez folle. Il a eu beaucoup d'histoires. Et vous le recevez quand même? Nos parents étaient intimes. Il est mon ami d'enfance et jusqu'ici, j'étais prête à tout lui pardonner. Cette fois-ci, il dépasse les bornes. Entrez! Monsieur le consul demande s'il peut faire ses adieux à Madame la Comtesse. Que dois-je faire? Ces bagages sont-ils descendus? Monsieur le consul n'a qu'une valise. Elle est dans le hall. Bien. Alors, je vais vous demander, madame, de recevoir votre ami. Pendant ce temps, je visiterai sa valise. Bleichen fut introduit dans le salon, tandis que Ganimard gagnait le hall par une autre porte. Il examina la valise avec le plus grand soin. Et 10 minutes plus tard, il réapparaissait au salon. Auriez-vous l'amabilité, madame la comtesse, de me présenter à monsieur le consul? Monsieur Ganimard de la Sûreté Générale. De la sûreté. Enchanté, monsieur. Vous connaissez probablement la raison de ma présence ici, dans ce château. Ah non? Je ne lui ai rien dit. Oui, ben qu'importe. Monsieur le consul sait fort bien qu'on a volé cette nuit le diamant bleu de madame de Crozon. Muriel, ce n'est pas possible. N'ayez pas l'air surpris, monsieur. Vous êtes parfaitement au courant. Moi? Mais pourquoi serais-je au courant d'une chose pareille? Parce que le voleur, c'est vous. Votre accusation est abominable, monsieur. Vous m'en rendrez raison. Monsieur l'inspecteur, auriez-vous trouvé une preuve? Hélas, oui, madame la comtesse. Vous avez la preuve que c'est moi qui ai volé ce diamant? Oui. Ce flacon de poudre dentifrice est bien à vous, n'est-ce pas? Oui. Oh, vous avez fouillé mes bagages. Oui, c'est mon métier. Veuillez examiner vous-même ce flacon, madame, et me dire ce que vous trouvez habilement caché au milieu de la poudre. Ma bague! Mon diamant bleu! Je suis obligé, monsieur le consul, de vous mettre en état d'arrestation. Mais c'est monstrueux! Enfin, je n'ai pas volé cette bague. Oh, mais attendez, monsieur l'inspecteur. Je commence à comprendre. Quoi donc? La comtesse de Crozon m'a confié il y a 2 jours que son mari la rendait affreusement malheureuse. Je lui ai conseillé de divorcer. Le comte l'a su, et c'est lui, j'en suis sûr, qui, pour se venger, a mis dans ce flacon qui m'appartient la bague de sa Oh, femme. ce n'est pas possible! Ah non, ça, je ne le crois tout de même pas capable d'une telle vilenie. Où est monsieur le comte? Il est très sauvage, un peu neurasthénique. Depuis l'arrivée de nos invités, il n'a pas voulu quitter sa chambre. Veuillez me montrer le chemin, madame. Je vais l'interroger immédiatement. Le comte de Crozon jura être totalement étranger à cette affaire. Et, jusqu'à plus ample informé, on dut placer le consul d'Autriche sous mandat d'arrêt. Pendant 2 jours, Ganimard enquêta au château, interrogeant les domestiques et les voisins et poussant ses investigations jusqu'aux pays environnants. Puis, il disparut. 1 semaine plus tard, il envoyait à la comtesse le télégramme suivant. Vous prie venir demain vendredi 5 heures au thé japonais, rue Boissy d'Anglas. Signé Ganimard. Madame la comtesse, je vous remercie d'être venue. Je vous présente monsieur Léonce d'Autrec, neveu et légataire universel du pauvre baron d'Autrec, et monsieur Gerbois, professeur au lycée de Versailles. Messieurs. Ah, voici monsieur Dudouis, directeur de la Sûreté. Monsieur le directeur. Madame la comtesse de Crozon, monsieur d'Autrec et monsieur Gerbois, que vous connaissez déjà. Madame la comtesse, messieurs. Monsieur le directeur. On m'a remis votre avis téléphonique, Ganimard. Que se passe-t-il? Eh bien, chef, avant 1 heure, les dernières aventures auxquelles j'ai donné mon concours auront leur dénouement ici. Il m'a semblé que votre présence était indispensable. Autant que celle de Dieuzy et de Folenfant que j'ai aperçue en bas près de la porte? Oui, chef. Il s'agit d'une arrestation. De qui? Tout d'abord, je déclare que M. Blechen, consul d'Autriche, n'est pour rien dans le vol du diamant bleu. Oh, mais sur quoi vous appuyez-vous pour l'affirmer? Madame la comtesse, récemment, au cours d'une promenade en automobile, vous vous êtes arrêté avec 3 de vos invités au bourg de Crécy. Tandis que vous alliez avec 2 de ces personnes visiter le fameux champ de bataille,
La troisième se rendait en hâte au bureau de poste et expédiait une petite boîte ficelée, cachetée et déclarée pour une valeur de 100 francs. Quel mal y a-t-il? Au lieu de donner son vrai nom, cette personne a fait cette expédition sous le nom de Rousseau. Et le destinataire de Paris, un certain M. Belou, a déménagé le soir même du jour où il recevait la boîte, c'est-à-dire la bague. Est-il possible? Ainsi vous accuseriez... Madame de Réal. Car c'était bien elle, n'est-ce pas? Elle est en effet restée seule dans le pays. Je ne peux pas croire... Permettez-moi une question. Madame de Réal assistait-elle à la vente du diamant bleu? Oui, mais nous n'étions pas ensemble. Vous avez été engagé à acheter cette bague? Oui. Oui, en effet. Je crois même que c'est elle qui m'en a parlé la première. Très important. Monsieur, je vous assure que mon ami est incapable. Pardon. Madame de Réal n'est que votre amie occasionnelle et non votre amie intime, comme j'avais cru le comprendre tout d'abord. Vous ne la connaissez que depuis cet hiver. Tout ce qu'elle vous a raconté sur elle, son passé et ses relations est absolument faux. Blanche de Réal n'est pas davantage son nom. Si elle m'a volé ma bague, pourquoi l'a-t-elle cachée dans la poudre dentifrice de mon ami Blechen? Quand on se donne la peine de dérober le diamant bleu, on le garde. Qu'avez-vous à répondre à cela? Moi, rien. Mais Madame de Réal y répondra. Il existe donc une Madame de Réal? Figurez-vous qu'il y a 3 jours, je lis dans le Gaulois la liste des arrivées à Trouville. Entre autres, à l'hôtel Beau Rivage, on mentionne une Madame de Réal. Le soir même, je suis là-bas, et d'après le signalement que m'en donne le directeur de l'hôtel, cette dame est bien la personne que je cherche. Malheureusement, elle vient de repartir, laissant son adresse à Paris, 3 rue du Colisée. Je m'y présente avant-hier, et j'apprends qu'il n'y a pas de Madame de Réal, mais simplement une Madame Réal, courtière en diamants. Hier, je sonne chez elle, et je lui offre, c'est un faux nom, mes services comme intermédiaire auprès de différentes personnes riches, éventuellement intéressées par des pierres précieuses. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous ici avec elle pour une première affaire. Elle va venir? D'un instant à l'autre. Et vous êtes sûr que c'est... La Madame de Réal du château de Crozon. Ouais. J'ai des preuves irréfutables. Ah, mais je vois, du trottoir d'en face, l'inspecteur Pelenfant qui me fait signe. C'est la dame qui arrive. Vite, Madame la Comtesse, Monsieur Dautrec et vous aussi, Monsieur Gerbois, veuillez passer dans la pièce voisine. Je vous appellerai en temps utile. Ah non, vous, chef, restez. Mais s'il arrive des clients... Non. J'ai retenu ces 2 cabinets particuliers. Personne ne montera, sauf la dame blonde. La dame blonde? Oui, chef. La dame blonde elle-même. La complice d'Arsène Lupin. Je tenais à réunir devant vous les témoignages de ses victimes. Chut! La voici qui monte. Bonjour, madame. Entrez. Messieurs? Veuillez vous asseoir là-bas dans ce fauteuil. C'est nous qui resterons près de la porte. Mais, monsieur... Nous serions navrés de vous voir partir avant le moment que nous aurons décidé. Je ne comprends pas. Vous comprendrez tout à l'heure. Je vous présente l'ami dont je vous ai parlé. Il serait désireux d'acheter des bijoux, surtout des diamants. Vous êtes-vous procuré celui que vous m'aviez promis? Non, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais si. Cherchez bien. Une personne de votre connaissance devait vous remettre un diamant teinté. Alors, quelque chose comme le diamant bleu. Et je dis en rien, et vous m'avez répondu. Précisément, j'ai peut-être votre affaire. Vous souvenez-vous? Non, vraiment, Ah non, je vois que vous n'avez pas confiance en nous. Eh bien, je vais vous donner le bon exemple. Et vous montrer ce que je possède, moi. Le temps d'ouvrir mon portefeuille. Voilà qui est fait. Que contient cette petite enveloppe? Les cheveux? Oui. Des cheveux trouvés dans la main du baron d'Autrec assassiné. Des cheveux de sa demoiselle de compagnie, Antoinette Bréa. Mademoiselle Gerbois a reconnu que la couleur de ses cheveux était exactement la même que ceux de la dame blonde. Exactement la même, d'ailleurs, que les vôtres. Je ne comprends pas. Voici maintenant 2 flacons vides. Mais encore assez imprégnés de parfum pour que mademoiselle Gerbois ait pu reconnaître celui de la dame blonde. Or, l'un de ces flacons provient de la chambre de madame de Réal au château de Crozon et l'autre de l'appartement que vous occupiez à l'hôtel Beau Rivage à Trouville. Mais monsieur... Voici enfin 4 feuilles de papier. Et sur celle-ci, il y a un spécimen de l'écriture d'Antoinette Bréa. Cet autre est le billet même adressé par une mystérieuse dame au financier Schmann au cours de la vente du diamant bleu à l'hôtel Drouot.
Et ce troisième papier a été écrit par Madame de Réal lors de son séjour au château de Crozon. Enfin, ce quatrième est celui sur lequel vous avez inscrit vous-même pour l'hôtel Beau Rivage votre adresse de Paris. Comparez les 4 écritures. Elles sont identiques. Vous êtes fou, monsieur. Que signifie tout cela? Ça signifie, madame, que la dame blonde, la complice d'Arsène Lupin, c'est vous. Moi? Ah, inutile de nier. J'ai ici des témoins qui vont vous confondre. Qu'est-ce que je viens de voir? Monsieur l'inspecteur? Vous reconnaissez bien, n'est-ce pas, la personne qui a enlevé votre fille et que vous avez vue chez Maître de Tinan? Ah, non, monsieur l'inspecteur. Hein? Enfin, comment ça Madame a la même couleur de cheveux que la dame blonde, mais elle ne lui ressemble pas du tout. Voyons, c'est impossible. Je vous assure. Monsieur Dautrec, approchez, voulez-vous? Vous reconnaissez bien Antoinette Bréard? J'ai vu souvent la demoiselle de compagnie chez mon oncle. Je peux vous affirmer que ce n'est pas madame. Quant à moi, je suis navrée, monsieur Ganimard, mais cette personne n'est pas madame de Réal. C'est pas possible. Si. Vous vous liguez contre moi, vous vous liguez contre moi. Ganimard, je la connais. Vous perdez la tête. Veuillez nous excuser, madame, il y a là une confusion que je déplore vivement. Mais ce que je ne saisis pas bien, c'est votre trouble depuis que vous êtes ici. Mais j'avais peur, monsieur. Il y a plus de 100 000 francs de bijoux dans mon sac. Et vos manières étaient si étranges. Ganimard, vous avez pris vos informations avec une bien coupable légèreté. Vous viendrez vous en expliquer tout à l'heure dans mon cabinet. Mais j'entends que vous vous appelez monsieur Ganimard. Avec moi, vous aviez donc pris un nom d'emprunt. Oui, madame. Vous êtes bien monsieur Justin Ganimard. Oui, pourquoi? Voici une enveloppe que j'ai reçue au courrier de ce matin. Non. Monsieur Justin Ganimard, au bon soin de Madame Réal. Vous permettez? Oh, ça alors? De qui est cette lettre? D'Arsène Lupin. Eh bien, venez à l'écart. J'ai comme un pressentiment que pour vous, il vaudrait mieux lire cette lettre loin de tout le monde. Mon cher Ganimard, il y avait une fois une dame blonde, un Lupin et un Ganimard. Or, le mauvais Ganimard voulait faire du mal à la jolie dame blonde. Et cela, le bon Lupin ne le voulait pas. Aussi, le bon Lupin, désireux que la dame blonde entrât dans l'intimité de la comtesse de Crozon, lui fit-il prendre le nom de Madame de Réal, qui est celui, ou à peu près, d'une honnête commerçante dont les cheveux ont exactement la même couleur dorée. Et le bon Lupin se disait, si jamais le mauvais Ganimard est sur la piste de la dame blonde, combien il pourra m'être utile de le faire dévier vers l'honnête commerçante. Une petite note envoyée aux Gaulois sur les arrivées à Trouville, un flacon de parfum oublié volontairement par la dame blonde à l'hôtel, le nom et l'adresse de Madame Réal écrit par la dame blonde pour l'hôtel Beau Rivage, et le tour est joué. Ganimard tombe dans le panneau. Sans rancune, j'espère, vieux frère. Transmets mon bon souvenir à cet excellent monsieur Dudouis, signé Arsène Lupin. Mais il sait tout. Il fait même des choses que je n'ai dit à personne. Alors, calmez-vous, mon vieux, calmez-vous. Nous en reparlerons. En attendant, je file à l'anglaise. Et je reconduis Madame Réal à son domicile. Nous lui devons bien ça. Je suis déshonoré. Ouais, de tout ceci, monsieur Ganimard, il résulte que nous ne sommes pas plus avancés qu'avant. Ah, pardon. Mon enquête a établi que la dame blonde est l'héroïne indiscutable de cette histoire. C'est un pas énorme. Qui ne sert à rien. Le problème, au contraire, n'en paraît plus obscur. La dame blonde tue pour voler le diamant bleu et elle ne le vole pas. Elle le vole et c'est pour s'en débarrasser au profit d'un autre. Je n'y peux rien, monsieur Mais Dautrec. quelqu'un pourrait peut-être... Ouais, ben, que voulez-vous dire? Il y a un homme, un seul après vous, monsieur Ganimard, qui serait capable de combattre Arsène Lupin et de le réduire à merci. Accepteriez-vous que nous appelions à l'aide Herlock Sholmes? Mais, madame... Écoutez, tous ces mystères me bouleversent. Je veux voir clair. Monsieur Gerbois et monsieur Dautrec ont la même volonté. Mais oui, nous nous sommes mis d'accord pour nous adresser au célèbre détective anglais. Enfin, après tout, vous avez raison. Le vieux Ganimard n'est pas de force à lutter contre Arsène Lupin. Sherlock Holmes y réussira-t-il? Enfin, je le souhaite sincèrement. Parce que j'ai pour lui la plus grande admiration. Le soir même, la comtesse de Crozon annulait sa plainte en justice contre le consul d'Autriche et une lettre collective était adressée à Herlock Sholmes. De temps en temps, mon ami Arsène Lupin m'envoyait un pneumatique pour m'inviter à dîner. Il s'y montrait toujours d'une verve intarissable, heureux de vivre, simple et bon enfant.
C'est ainsi que ce soir-là, exactement 2 jours après les événements du thé japonais, nous nous trouvions à table dans un restaurant avoisinant la gare du Nord. Savez-vous, mon cher, que je cherche en vain dans l'histoire une destinée plus remplie que la mienne, plus intense? Il y a eu Napoléon? Oui, mais alors, Napoléon pendant la campagne de France, quand l'Europe l'écrasait et qu'il se demandait à chaque bataille si ce n'était pas la dernière qu'il livrait. Vous aimez les émotions fortes? Ah, le danger, voyez-vous, tout est là. Le respirer, le sentir autour de soi qui guette, qui approche. Et à ce moment, restez calme, gardez le sourire. Sinon, vous êtes perdu. Il n'y a qu'une sensation qui vaille celle-là, celle du coureur automobile. Et encore, la course dure une matinée, alors que ma course à moi dure toute la vie. Mais dites-moi, vous me semblez particulièrement en forme. Qu'est-ce qui vous excite comme ça? Attendez, vous avez lu le Gaulois? Non? Eh bien, il y est dit qu'Herlock Sholmes traverse la Manche cet après-midi et arrive à Paris vers 6 heures. Ah! Oui, un petit voyage que lui offre la comtesse de Crozon, le neveu d'Autrec et Gerbois. Ils se sont retrouvés à la gare du Nord et de là, ils ont rejoint Ganimard. Et en ce moment, ils sont en conférence. Le journal a également publié une interview de notre vieil inspecteur qui ne manque pas de finesse. Ah là, vous m'étonnez. Oh, si. D'abord, il annonce l'arrivée de son rival anglais, visiblement pour me mettre en garde et lui rendre la tâche plus difficile. Et puis, il précise le point exact où il a mené l'affaire, pour que Herlock Sholmes n'ait que le bénéfice de ses propres découvertes. Écoutez, c'est de bonne guerre. L'ennui, c'est que maintenant, vous voilà avec 2 adversaires sur les bras. Oh, l'un ne compte pas. Mais l'autre... Ah, lui... Herlock Sholmes, ça, c'est autre chose. Et c'est ce qui me met de si bonne humeur, voyez-vous. D'abord, une question d'amour-propre. Ben, c'est vrai, on juge que ce n'est pas trop du célèbre anglais pour avoir raison de moi. Et puis pensez au plaisir qu'on peut éprouver à se battre en duel avec un tel monsieur. On sait que je le connais. Il ne reculera pas d'une semelle. Il est très fort. Oui, mais j'ai un avantage sur lui. C'est lui qui attaque et moi je me défends. Et voyez-vous, je connais sa façon de se battre, alors qu'il ne connaît pas la mienne. Et je lui réserve quelques bottes secrètes qui le feront réfléchir. Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. La France contre l'Angleterre. Enfin, Trafalgar va être vengé. Vous avez avalé de travers. Tenez, buvez un peu d'eau. Non, c'est pas ça. Alors quoi? Le besoin d'air. Vous voulez qu'on ouvre la fenêtre? Vous allez étouffer avec cette serviette sur le visage. Non, je sors. Vite, donnez-moi mon pardessus et mon chapeau, je file. Pourquoi? Parce que ces 2 messieurs qui viennent d'entrer et qui s'assoient à la table derrière moi. Vous les connaissez? Oui, le plus grand, le maigre, tout rasé. C'est Herlock Sholmes. Aïe. Mais après tout, qu'est-ce que vous avez à craindre? Au milieu de toutes vos transformations, qui pourra jamais vous reconnaître? Moi-même. Chaque fois que je vous revois, il me semble me trouver devant un inconnu. Oui, mais lui, Herlock Sholmes, il me reconnaîtra. Lui ne m'a vu qu'une seule fois entre la gare et le château de Thibermesnil, mais j'ai senti qu'il me voyait pour le restant de sa vie. Qu'il voyait, non pas mon apparence, toujours transformable, mais l'être même que je suis. C'est drôle, hein, je ne m'émeus pourtant pas facilement, mais cette vision imprévue, je m'attendais si peu. Filons. Non, maintenant... excusez-moi, c'est fini, j'ai retrouvé tout mon sang-froid. Qu'allez-vous faire? Lui parler. Vous êtes fou! Non. L'interroger. Tâcher de savoir ce qu'il sait. Tenez, j'ai l'impression que ses yeux se posent sur ma nuque, sur mes épaules. Et qu'il cherche. Qu'il se rappelle. Oh, Monsieur Sholmes! Mais par quel heureux hasard! Oh, c'est vraiment trop de chance. Tenez, permettez-moi de vous présenter mon meilleur ami, Monsieur Maurice Leblanc. Voulez-vous... Non, mais du calme, Monsieur Sholmes. Alors, vous savez bien que vous n'avez pas qualité pour m'arrêter. Alors, tenez-vous tranquille et souriez. Vous avez raison. Monsieur Wilson, mon ami et collaborateur, Monsieur Arsène Lupin. Hein? Wilson, vous ne cachez pas assez votre ahurissement devant les événements les plus naturels. Pourquoi ne sautez-vous pas dessus? Vous avez dû remarquer que ce gentleman est placé entre la porte et moi. Je n'aurais pas le temps de bouger le petit doigt qu'il soit déjà dehors. Oh, mais qu'à cela ne tienne. Tenez, venez, mon cher. Changeons de place et laissons à ces messieurs l'avantage de la porte. Là. All right. Garçon, 4 whisky and soda. Bien, monsieur. Alors, vous comptez rester longtemps en France, Monsieur Sholmes? Ça dépendra de vous. Oh, si ça ne dépendait que de moi, je vous dirais, reprenez le bateau tout de suite. Tout de suite, ce serait peut-être un peu tôt, mais j'espère que d'ici 8 à 10 jours... Ah, tout de même.
Vous êtes si pressé que ça? J'ai tant de choses en train. Le vol de la banque anglo-chinoise, l'enlèvement de Lady Eccleston. Et voyons, monsieur Lupin, croyez-vous qu'une semaine suffira? Largement, si vous vous en tenez à la double affaire du diamant bleu. C'est du reste le laps de temps qu'il me faut pour prendre mes précautions. Oui, au cas où la solution de cette double affaire vous donnerait sur moi certains avantages dangereux pour ma sécurité. Mais c'est que je compte bien prendre ces avantages en l'espace de 8 à 10 jours. Et me faire arrêter le 11e? Non, le 10e, dernière limite. Difficile. Difficile. Mais possible. Donc certain. Ah oui? Évidemment, je n'ai pas tous les atouts en main puisqu'il s'agit d'affaires déjà vieilles de plusieurs mois. Me manquent encore les éléments, les indices sur lesquels j'ai l'habitude d'appuyer mes enquêtes. Et comme des taches de boue et des cendres de cigarettes. Wilson, ne dites pas d'âneries. Mais pourtant, des éléments, vous en avez déjà beaucoup? Outre les remarquables conclusions de M. Ganimard, j'ai à ma disposition tous les articles écrits à ce sujet, toutes les observations recueillies. En conséquence de tout cela, quelques conclusions personnelles sur l'affaire. Est-il indiscret de vous demander quelles sont ces conclusions? Eh bien, j'estime, moi, que cette affaire est beaucoup moins complexe qu'elle ne le paraît. Vraiment? Je dis l'affaire, car pour moi, il n'y en a qu'une. La mort du baron d'Autrec, l'histoire de la bague, votre disparition à 2 de chez Maître Detinan, ce ne sont que les diverses faces de ce qu'on pourrait appeler l'énigme de la Dame Blonde. Or, à mon sens, il ne s'agit que de découvrir le lien qui réunit ces 3 épisodes d'une même histoire. Ganimard, dont le jugement est un peu superficiel, voit cette unité dans la faculté de disparaître, dans le pouvoir d'aller et venir, tout en restant invisible. Cette intervention du miracle ne me satisfait pas. Et comme vous avez raison. Selon moi, la caractéristique de ces 3 épisodes, c'est votre désir évident de les amener sur le terrain que vous avez choisi. Il y a là de votre part une nécessité, une condition sine qua non de réussite. Mais pourriez-vous entrer dans quelques détails? Volontiers. Ainsi, dès le début de votre conflit avec M. Gerbois, n'est-il pas évident que l'appartement de Maître Detinan est le lieu choisi par vous, le lieu inévitable où il faut qu'on se réunisse? Il n'en est pas un qui vous paraisse plus sûr, à tel point que vous y donnez rendez-vous, pour ainsi dire publiquement, à Mademoiselle Gerbois et à la Dame Blonde. Non, continuez, vous m'amusez. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, du diamant bleu. Aviez-vous essayé de vous l'approprier depuis que le baron d'Autrec le possédait? Non, jamais. Mais à la mort de son frère aîné, il va s'installer dans l'hôtel de l'avenue Henri-Martin. 6 mois après entrée en scène d'Antoinette Bréat, qui, après l'assassinat du baron, disparaît comme volatilisée. Or, pour une raison qui m'échappe encore, elle ne vole pas le diamant. C'est alors que l'héritier le met en vente à l'hôtel Drouot. Cette vente sera-t-elle libre? Autrement dit, le plus riche amateur est-il sûr d'acquérir le bijou? Non. Au moment où le banquier Hersman va l'emporter, une dame lui fait passer une lettre de menace et c'est la comtesse de Crozon, préparée, influencée par cette même dame, qui achète le diamant. Ce diamant va-t-il disparaître aussitôt? Non. Parce que les moyens vous manquent. Qu'attendez-vous? Que la comtesse aille s'installer dans son château. Elle y va et hop, la bague disparaît. Pour reparaître dans la poudre dentifrice du consul Bleichen. Ah ça, monsieur Lupin, est-ce que vous me prenez pour un imbécile? Moi? Mais pourquoi? Le diamant bleu qu'on a découvert dans la poudre dentifrice est un diamant faux. Le vrai, vous l'avez gardé. Bravo, monsieur Sholmes. Pas un seul des juges d'instruction, pas un seul des journalistes qui se sont acharnés sur ces affaires n'ont été aussi loin que vous dans la direction de la vérité. Ah, ça, vous êtes un miracle d'intuition et de logique. Il n'y a qu'à réfléchir. Non, mais encore faut-il savoir réfléchir. Et si peu le savent. Mais maintenant que le terrain est déblayé... Je n'ai plus qu'à découvrir pourquoi les 3 aventures se sont dénouées au 25 rue Clapeyron, au 134 avenue Henri-Martin et entre les murs du château de Crozon. Dans 10 jours, je saurai tout et vous serez arrêté. Non. Pourquoi? Il faudrait un concours de circonstances si invraisemblable, une série de mauvais hasards si stupéfiants que je n'admets pas cette éventualité. Ce que ne peuvent ni les circonstances ni les hasards contraires,
La volonté d'un homme le pourra, Monsieur Lupin. À moins que la volonté d'un autre homme ne s'y oppose, Monsieur Sholmes. C'est ce que nous verrons. Mais c'est tout vu. Et on va bien s'amuser. Vous n'avez pas peur, Monsieur Lupin? Presque, Monsieur Wilson, presque. Et la preuve, c'est que je vais aviser tout de suite afin de ne pas être pris au gîte. Bon, nous disons bien 10 jours, n'est-ce pas, Monsieur Sholmes? 10 jours. Et nous sommes aujourd'hui dimanche. De mercredi en 8, tout sera fini. Et je serai sous les verrous? Oui. Bigre. Moi qui me réjouissais de ma bonne petite vie paisible. C'est vrai, pas d'ennui, la police dans le cirage, et l'agréable impression de toutes les sympathies autour de moi. Et il va falloir changer tout ça. Enfin, c'est l'envers de la médaille. Fini de rire. Adieu, Monsieur Sholmes. Ravi de vous avoir rencontré. À bientôt, Monsieur Lupin. Il a peur. Oui, pas une seconde. À votre avis, Wilson, pourquoi était-il dans ce restaurant? Pour manger. Décidément, plus nous travaillons ensemble, plus vous faites des progrès. Vous devenez étonnant. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Pour manger, soit. Mais surtout pour être près de la gare du Nord, afin de s'assurer si je vais bien à Crozon, comme l'annonce Ganimard dans son interview. Après le dîner, je prendrai dans le train comme prévu. Pendant ce temps, vous irez chercher les valises que nous avons laissées à la consigne et vous vous rendrez à l'Élysée Palace où vous dormirez à point fermé en attendant mes instructions. À 9h moins le quart, Herlock Sholmes monta dans le train qui partait pour Amiens et il y trouva la comtesse de Crozon qui l'attendait, déjà installée dans son compartiment. Le train s'ébranla. Vous avez votre bague, madame? Oui, Ayez l'obligeance de me la prêter. la voici. C'est bien ce que je pensais. C'est du diamant reconstitué. Du diamant reconstitué? Oui, un nouveau procédé qui soumet de la poussière de diamant à une température énorme de façon à la réduire en poussière et n'avoir plus qu'à la reconstituer en une seule pierre. Comment? Mais mon diamant est vrai! Le vôtre, oui. Mais celui-là n'est pas le vôtre. Ben alors, le mien, où est-il? Entre les mains d'Arsène Lupin. Et celui-là? Et celui-là a été substitué au vôtre et glissé dans le flacon de M. Bleichen, où vous l'avez trouvé. Comment il est donc faux? Hélas, oui, madame. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas volé, tout simplement? Et puis, comment l'a-t-on pris? Et c'est précisément ce que je vais essayer de découvrir. Au château de Crozon? Non, je descends à Creil et je retourne à Paris. Mais il était préférable que Lupin me suppose à Crozon. Cependant, Monsieur Que Sholmes... vous importe, madame. L'essentiel, c'est votre bague, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, soyez tranquille. J'ai pris tout à l'heure un engagement beaucoup plus difficile à tenir. Foi d'Herlock Sholmes, je vous rendrai le véritable diamant. Herlock Sholmes mit le faux diamant dans sa poche. Et quand le train ralentit pour s'arrêter en gare de Creil, il descendit, à contre-voie, de façon à échapper au regard d'un éventuel observateur de Lupin, et il reprit le premier train pour Paris. À la gare du Nord, il appela un fiacre et se fit conduire 25 rue Clapeyron. Allez, y cocotte. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, la Dame Blonde, 2e épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son, René Cambien. Bruitage, Henri Saint-Georges. Assistant, Jacques Béraud. Réalisation, Abder Isker. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Ganimard, Lucien Rimbaud. Herlock Sholmes, Jacques Berthier. Monsieur Gerbois, Henri Nassier. Bleichen, Marcel Lestan. Wilson, Clément Béram. Avec Pierre Gallon, Henri Djanik, Jacques Berger. Et Jean Marchas, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle de Monsieur Dudouis, chef de la Sûreté. Avec Geneviève Brunet, Madame Réal, et Gisèle Casatsu, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle de la comtesse de Crozon, le conteur Robert Marcy. Vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne Arsène Lupin contre Herlock Sholmes,
La Dame Blonde, troisième et dernier épisode.